Personne ne peut dire d'où le blé est originaire, mais sa consommation remonte à la plus haute Antiquité. Il faut être un philosophe sceptique et outré, tel Pyrrhon, pour douter que le mot pain vienne de pani. Mais pour faire du pain, il faut du blé. Les Gaulois avaient du blé du temps de César. Où avait-il pris ce mot de blé? On prétend que c'est de bladum, mot employé dans la latinité barbare du Moyen-Âge par le chancelier Pierre des Vignes de Vinéis. Mais les mots latins de ces siècles barbares n'étaient que d'anciens mots celtes. Le mot bladum venait donc de bled. Les Italiens disaient biada, et les pays où l'ancienne langue romane s'est conservée disent encore blia. Mais on serait curieux de savoir où les Gaulois avaient trouvé du blé pour le semer. On vous répond que les Tyriens, qui inventèrent l'art de naviguer, en avaient apporté en Espagne, les Espagnols en Gaule et les Gaulois en Germanie. Et où les Tyriens avaient-ils pris ce blé? Chez les Grecs probablement, dont ils l'avaient reçu en échange de leur alphabet. Mais encore, qui avait fait ce don de blé aux Grecs? Selon la mythologie grecque, c'était autrefois Cérès, la déesse grecque de l'agriculture, des moissons et de la fécondité. Et quand on a remonté à Cérès, on ne peut guère aller plus haut. Il faut que Cérès soit descendu exprès du ciel pour donner à l'homme du blé, du froment, du seigle, de l'orge, entre autres. Et bien sûr, une légende grecque raconte que la déesse Cérès, aussi appelée Déméter, dont le nom signifie terre-mère, parcourait un jour la terre avec sa fille, la belle Perséphone, aussi appelée Corée. Alors que Perséphone cueillait des fleurs dans une prairie en compagnie des Océanides, Hadès, dieu solitaire des enfers et des ténèbres, en tomba follement amoureux et décida de l'emmener avec lui. Mais Perséphone, outragée, ne voulut rien entendre. Alors, avec l'accord de Zeus, dieu du ciel, des orages et des pluies, Hadès enleva Perséphone de force et l'entraîna dans les profondeurs de la terre. Percevant l'écho de la voix de sa fille captive sur la mer, Cérès, accablée de douleur, arracha sa coiffe. Inconsolable de la perte de sa fille, elle alla implorer l'aide du dieu Zeus, mais resta sans réponse. Finalement, portant des torches, Cérès erra sur la terre 9 jours sans manger ni dormir. Seuls Hécate, la magicienne, et Hélios, le soleil, entendirent ses appels et vinrent la consoler. Hélios lui rapporta ce qui s'était passé, blâmant Zeus d'avoir permis à Hadès de faire de Perséphone sa femme. Pleine de fureur, Cérès refusa de rester sur l'Olympe et se mit à errer parmi les humains sous la forme d'une vieille femme. La colère de Cérès était telle qu'elle décida d'empêcher toute semaille de germer sur terre. Au cours de son errance sur terre, Cérès fut recueilli par Céléos, roi d'Éleusis, qui, sans la reconnaître, eut pitié d'elle et l'hébergea chez lui, tout en lui proposant de prendre soin de l'un de ses fils, Triptolème. Entre-temps, inquiet de voir que la végétation ne poussait plus et que la famine menaçait sérieusement les hommes, Zeus finit par intervenir. Avec les autres dieux, il supplia Cérès de laisser enfin pousser les cultures sur terre. Mais la déesse menaça d'affamer l'humanité si elle ne revoyait pas sa fille. Zeus céda enfin et envoya Hermès,
chercher Perséphone aux enfers. Hadès accepta de rendre Perséphone à sa mère, mais il lui fit manger quelques pépins de grenade, symbole de l'indissolubilité du mariage. Ravie de revoir sa fille, Cérès chercha à savoir si elle avait absorbé quelque aliment aux enfers. Dans ce cas, elle devrait retourner chez Hadès pour toujours. Perséphone semblait perdue, alors Zeus intervint de nouveau. Il trouva une solution susceptible de satisfaire tout le monde. L'accord conclu était que Perséphone passerait les 2/3 de l'année sur l'Olympe et l'hiver aux enfers. Depuis, selon la légende, Perséphone séjourne dans les entrailles de la terre pendant 6 mois, l'hiver. Elle revient à la surface de la terre pendant les 6 mois restants, ceux des beaux jours. Cérès, en récompense de l'hospitalité qu'elle avait reçue chez Séléos, donna à son fils Triptolème un char tiré par des dragons ailés et une cruche en or remplie de grains de blé, afin qu'il puisse en répandre la culture par toute la terre. Elle lui ordonna de parcourir le monde en semant partout les grains de blé et apprendre l'agriculture à l'humanité. La terre retrouva finalement toute sa fertilité. La fiabilité de cette légende peut paraître fort déchue aujourd'hui, et nous pouvons toujours rester dans l'incertitude sur l'origine du blé. Mais combien cette légende évoque l'histoire du grain de blé? Une histoire étroitement liée à celle de l'humanité. Céréale la plus anciennement cultivée et la plus utilisée au monde, principalement sous forme de pain et de pâtes, le blé nourrit aujourd'hui, sans nul doute, plus de personnes au monde que toutes les autres céréales. Le blé est l'espèce avec laquelle l'homme a commencé à manipuler la nature et gérer le milieu. Auparavant, dans la lointaine préhistoire, il se contentait de prélever ce qui était disponible dans la nature et se comporter comme tout animal prédateur. L'homme a été cueilleur de céréales avant d'être cultivateur. Les grains étaient à l'époque vraisemblablement cueillis grain par grain. Mais avec la mise en culture du blé et la sélection des variétés les mieux exploitables, l'homme préhistorique a commencé à gérer la production de l'environnement. Ce fut la révolution néolithique, il y a de cela 10 000 à 5 000 ans avant notre ère. Cette période a été baptisée le nouvel âge de la pierre. Homo sapiens cesse alors d'être un nomade dépendant de la chasse et commence à domestiquer les animaux et cultiver les plantes. L'homme sait alors produire sa propre nourriture. En même temps que celui-ci acquiert son autosuffisance alimentaire, apparaissent les premiers échanges commerciaux. L'agriculture marque aussi le début du commerce. Par la suite, les techniques de panification s'améliorent grâce aux Hébreux, Grecs et enfin Romains qui en répandent l'usage à travers l'Europe. C'est ainsi que sous des formes très variées, le blé,
tendre ou dur, deviendra l'aliment essentiel de la civilisation occidentale. Le blé était anciennement connu sous le nom de l'engrain, un blé sauvage de petite taille, au rendement faible, survivant sur des sols pauvres et arides où les autres espèces ne donnaient rien. La collecte d'engrains sauvages a dû précéder de plusieurs millénaires sa mise en culture. Donc, c'est l'engrain qui est en partie à l'origine des blés cultivés actuels. Les premières cultures de blé, selon les écrits, apparaissent au 8e siècle avant Jésus-Christ, en Mésopotamie et dans les vallées du Tigre et de l'Euphrate, aujourd'hui l'Irak, dans la région du Croissant fertile. L'engrain cultivé apparaît 7000 à 6000 ans avant Jésus-Christ en Asie mineure, Anatolie et Mésopotamie. Les Chinois cultivaient du blé près de 3000 ans avant Jésus-Christ. Composant central de l'alimentation humaine dans la civilisation occidentale et au Moyen-Orient, le blé se répand donc en Palestine, puis au Proche-Orient, mis à part les zones les plus chaudes. Alors qu'il était resté jusqu'alors moins important que l'amidonnier et l'orge, il participe au début de l'agriculture à Chypre et en Grèce vers 6000 ans avant Jésus-Christ et devient une des céréales les plus importantes dans les Balkans, puis dans la région danubienne vers 4500 à 4000 ans avant Jésus-Christ, souvent en mélange avec l'amidonnier. Si l'Égypte est considérée être le berceau des arts et des sciences, elle est aussi celui de la boulangerie. Le paysan de la vallée du Nil cultivait de nombreuses céréales et la moisson de blé se faisait à la main à l'aide d'un couteau de silex, d'une faucille ou d'une faux. Et en Inde antique, l'agriculture allait de pair avec la vie domestique des Indiens. Depuis le temps védique, toutes les phases d'une vie étaient célébrées dans la tradition hindoue. Sillonner, semer et récolter étaient aussi conjuguées avec des cérémonies religieuses. Initialement, les grains de blé étaient consommés crus ou grillés. Griller le grain améliorait sa conservation en augmentant la déshydratation. Cela favorisait aussi le décortiquage et la sauvegarde des grains moisis ou ceux cueillis humides ou avant maturation complète. L'invention de la poterie, 8000 à 7000 ans avant Jésus-Christ, a permis de cuire les grains proprement dits. Les céréales ainsi traitées étaient plus faciles à digérer, mais il n'était pas encore question de pain. Puis, les hommes ont appris à broyer leurs céréales qui, additionnées d'eau, formaient une bouillie. Peu à peu, ils ont donné à ces bouillies une consistance plus épaisse. Cette pâte réduite en minces galettes séchées ou cuites fournissait un aliment précieux car il servait de provision et pouvait être transporté. Le blé est un terme générique qui désigne plusieurs céréales appartenant au genre Triticum qui dérive du latin tritus, broiement, frottement. En français, le terme blé a aussi servi à désigner la céréale la plus importante, quelle que soit son espèce, à la manière du mot corn en anglais ou de grano en italien. C'est ainsi qu'il s'est appliqué un peu abusivement à des espèces voisines dans leur utilisation, notamment l'orge et le seigle, le blé noir
le blé des Canaries ou alpiste et le blé de Turquie ou maïs. Ce sont des plantes annuelles de la famille des graminées ou poacées, cultivées dans de très nombreux pays du monde. Le terme blé désigne également le grain produit par ces plantes. Le blé fait partie des 3 grandes céréales avec le maïs et le riz. Il existe aujourd'hui beaucoup de variétés de blé. Elles sont regroupées en différentes classes en fonction de leur saison de plantation, la dureté du grain et la couleur de la coquille. Parmi eux, 2 ont une importance économique réelle à l'heure actuelle. Le blé dur ou blé durum, qui est surtout cultivé dans les zones chaudes et sèches et très riche en gluten. Le blé dur est utilisé pour produire les sémoules et les pâtes alimentaires. Le blé tendre ou froment, de beaucoup le plus important, est davantage cultivé dans les hautes latitudes. Il est cultivé pour faire la farine panifiable utilisée pour le pain. Le grain de blé se compose de 3 parties essentielles. Les enveloppes qui protègent la graine et qui, avec l'assise protéique, donneront le son après le travail du meunier. Le germe, qui donnera naissance à un autre blé si au lieu d'être livré au moulin, le grain est semé en vue d'une prochaine récolte. L'amande, constituée d'un ensemble de cellules, renferme les grains d'amidon réunis entre eux par une sorte de ciment naturel, le gluten. C'est l'amande qui donnera la farine. Le blé et plusieurs autres céréales furent introduits et cultivés à l'île Maurice au XVIIe siècle par les Hollandais au cours de leur implantation dans l'île. Bien que la terre soit fertile et le climat approprié à la culture de ces céréales, les premières expériences hollandaises en blé ne furent guère concluantes à cause des cyclones et des rongeurs. En 1721, les Français s'établirent dans l'île rebaptisée Île-de-France et y développèrent la culture du blé, alors appelée bled. Le gouverneur Mahé de la Bourdonnais, véritable bâtisseur de la colonie et créateur de l'industrie sucrière dans l'île, obligea les colons à cultiver des vivres et encouragea pleinement la plantation du blé. Le blé était alors cultivé dans les plaines du Nord, avec un moulin, principalement là où se trouve le moulin à Port-Louis, mais il y avait beaucoup de moulins ailleurs dans l'île, notamment sur la rivière Citron à Balaclava. Et d'ailleurs, ce moulin a continué à fonctionner pendant de longues années, même au XXe siècle, jusqu'au XXe siècle. Mais lorsque la culture du blé fut abandonnée dans l'île, une partie de la farine continua à être moulue localement à partir de blé importé. La meule en pierre fut son apparition dans la majorité des maisons de l'île coloniale au temps de l'immigration indienne. Elle fut surtout très recherchée pendant la Seconde Guerre mondiale selon la tradition orale de l'île. Aujourd'hui, le blé est moulu et distribué localement au moulin de la Concorde. Le blé arrive ici par cargos spéciaux, des cargos céréaliers. Donc le blé arrive en vrac. Il est reçu donc au quai. On est ici sur les quais à Port-Louis. Et donc il est aspiré par des machines. Et de là, il est aspiré et envoyé dans différents silos. Nous avons 16 silos d'une capacité individuelle de 2500 tonnes. Ça fait 40 000 tonnes de blé
dans nos silos. Et ce blé, il va être traité au fur et à mesure des besoins pour obtenir de la farine qui va être commercialisée à ce moment-là sur le marché. Il y a deux types de blé, le blé tendre et le blé dur. Nous recevons des spécifications de la STC pour deux types de farine. Donc ça correspond en fait le plus souvent à des achats de blé qui viennent de France pour tout ce qui est panifiable et du blé qui vient d'Australie. Mais il faut adapter en fonction des marchés. L'Australie, par exemple, n'a pas pu exporter pendant quelques années à cause de sécheresse qui prévalait chez eux. Donc il a fallu se tourner vers d'autres fournisseurs qui donnaient du blé avec les mêmes caractéristiques. Les moulins de la Concorde reçoivent du blé, ils transforment ce blé en farine. Donc la farine est faite localement. Ce que vous voyez derrière moi sont les moulins qui écrasent le blé, qui produisent la semoule, le son et toute la mouture, les étapes intermédiaires jusqu'à le produit fini, la farine. Tous ces produits sont acheminés vers les étages supérieurs où elles sont tamisées, purifiées. Une fois le blé arrivé dans nos silos, nous devons le nettoyer et puis le blé est mouillé. Une fois que le blé est propre, nous l'envoyons au moulin où il est broyé. Nous extrayons le maximum de semoule des grains de blé. La semoule, elle est nettoyée et une fois propre, nous l'écrasons graduellement sur les convertisseurs jusqu'à ce que nous ayons de la farine. L'enveloppe, le son, elle est mise de côté comme sous-produit. Elle est pelletisée et envoyée aux provenderies pour faire la nourriture pour les animaux. Une fois produite, la farine est mise dans des silos. Tous les matins, il y a une équipe qui arrive, qui met la farine dans des sacs de 50 kg, 1 kg, 2 kg. Nous recevons du blé tendre de la France et du blé semi-dur de l'Australie. Avec notre majorité de production et avec le blé tendre de la France, la deuxième partie est faite avec le blé de l'Australie. Avec le blé tendre, nous faisons la farine française, qui est mieux adaptée à la pâtisserie. Et avec le blé dur, type australienne, nous faisons de la farine mieux adaptée à des chapati, farata, rôti. Aujourd'hui, le sentiment est qu'il est possible pour l'île de se relancer dans la culture du blé, même à titre d'essai. Une première tentative entre 1982 et 1986 avait été abandonnée pour diverses raisons. Cette fois, face à la crise alimentaire et la hausse des prix des produits, la volonté politique, comme celle du domaine de la recherche, est là. Le but principal du projet, c'est d'étudier l'adaptabilité du culture à Maurice et dans un deuxième temps, d'étudier là aussi la rentabilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu que le blé est profitable, alors on peut lancer la culture à grande échelle.